grand dialogue. Sigi Kafoba. Idawani wa Makara. Le grand dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le grand dialogue. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au grand dialogue de Studio Tamani. Aujourd'hui, nous parlons de corruption. Quelle solution au phénomène au Mali? La semaine nationale de lutte contre la corruption a été lancée le 9 décembre dernier, à la suite de la célébration de la Journée internationale contre la corruption. Cette journée qui avait même pour thème s'unir avec la jeunesse contre la corruption, former l'intégrité de demain. À la faveur donc de cette semaine de la lutte contre la corruption, le grand dialogue s'intéresse aujourd'hui à l'évolution de cette lutte au Mali. Depuis des années, l'État ne cesse de consentir des efforts dans la lutte contre ce fléau. De nombreuses structures ont été créées pour faire reculer la corruption au Mali sans donner les résultats escomptés. Quelles solutions au phénomène de la corruption au Mali? Les stratégies mises en place sont-elles efficaces? Nous en parlons aujourd'hui avec nos invités. Baba Boubacar Keïta, secrétaire général de la communauté de pratique en matière de lutte contre la corruption, CPLC, Abdoulaye Aziz Kone, juriste chercheur, et Aboubakrine Aklini, secrétaire à l'organisation de la coalition Publiez ce que vous payez. Ce grand dialogue sera modéré par Sikou Gadjigo. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Le grand dialogue. Merci, chers invités, d'avoir répondu à cette invitation. Je voudrais poser cette question à tous les trois, une question plateau. Je commence par vous, Baba Boubacar. Aujourd'hui, quel est votre regard sur le phénomène de la corruption au Mali? Permettez-moi de vous remercier pour l'invitation et de saluer nos auditeurs qui sont en train de nous écouter en ce moment. Donc, la corruption est devenue très préoccupante au Mali. Elle est aussi préoccupante qu'il s'agit même de l'avenir de notre pays. Donc, c'est devenu une pandémie à laquelle il faut faire face pour que les pans de la société puissent être sauvés. Et cette corruption là touche notre économie, ça touche nos mœurs, ça touche même notre social. Donc c'est pratiqué partout, à tous les niveaux et dans tous les secteurs. Et c'est pourquoi il faut se dresser contre cette corruption. Et c'est cette perception que la communauté de pratique en matière de lutte contre la corruption a par rapport à ces fléaux-là. D'accord. Monsieur Aklini, votre regard sur le phénomène, est-ce que vous avez le même regard que Baba ou bien pour vous c'est encore plus grave, plus sérieux? Merci beaucoup en tout cas pour l'invitation accordée et mes civilités à vous et à l'ensemble de ceux-là qui nous écoutent et qui nous regardent également de par votre chaîne. Alors si je dois en tout cas définir cette corruption, je dirais en tout cas qu'elle ne s'attaque pas seulement qu'à un individu, mais tout est un système. Aujourd'hui, c'est un phénomène que nous vivons matin, midi et soir et il est assez nécessaire, assez important à ce que nous puissions ensemble se donner les mains pour que nous puissions ensemble combattre réellement ces phénomènes. Parce que si on ne les combat pas, c'est notre avenir qui est en jeu, c'est l'avenir de nos États qui est en jeu, c'est l'avenir du continent africain, pour ne pas dire du monde entier, qui est en jeu. Donc voilà pourquoi, ensemble, nous devons réellement le combattre sous toutes ses formes. À vous entendre parler, vous deux, nous sommes tous acteurs de la corruption. Bien évidemment. Alors comment lutter contre un tel phénomène si nous sommes tous en tout cas impliqués? Si nous sommes tous impliqués aujourd'hui, la meilleure manière par laquelle il faut combattre ces phénomènes, c'est de se rappeler tout simplement aujourd'hui de nos valeurs, de l'éducation que nous avons reçue réellement en famille. Parce que la première corruption aujourd'hui commence au niveau de la famille. Il faudrait à un moment donné à ce que nous puissions nous remémorer de ces valeurs, de cette culture réellement que nous avons reçue réellement de notre lignée. Et de par cela, j'en suis sûr et certain que si chacun d'entre nous accepte de se remémorer et de retourner à ces valeurs fondamentales, la corruption ne peut réellement qu'être combattue. D'accord. Monsieur le juriste Abdoulaye Kone, votre regard sur la corruption au Mali? Ok, donc monsieur le présentateur, permettez-moi de vous remercier d'avoir m'invité dans ce brillant plateau et que thème aussi du jour sur la lutte contre la corruption. Moi, je pense que c'est un terme important
Et puis si on regarde la corruption, vraiment, c'est pratiquement, je peux dire que c'est un phénomène qui a été pratiquement importé de chez nous, parce que quand on fait un regard rétrospectif, on voit que par le passé, il n'y avait pas de corruption. Mais quelque chose qui a été importé et qui est vraiment la chose est en train de prendre une ascension fulgurante dans notre société actuellement, malgré les efforts déployés pour vraiment essayer de vaincre ce phénomène, ça continue vraiment à s'agrandir. Moi, je pense qu'il n'est jamais trop tard vraiment de travailler en synergie vraiment pour vraiment faire éradiquer vraiment ce phénomène. Et j'en suis sûr que les forces vraiment mobilisées autour de ça, l'implication de la société civile et les acteurs aussi de la justice, je pense qu'on est en train de constater vraiment que la chose est en train vraiment de diminuer considérablement. Alors, vous l'avez dit, c'est un phénomène importé, ce sont vos mots. Moi, je voudrais savoir, est-ce qu'aujourd'hui, au Mali, nous avons tous la même perception, la même compréhension de la corruption, des pratiques qu'on peut considérer comme corruptives? Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons tous la même compréhension de cela, Baba Boubacar? Et ce que moi, je voudrais dire à ce niveau-là, c'est que la pratique de la corruption est bien connue que la corruption elle-même. Donc la corruption, c'est un phénomène quand même, de façon générale, qui consiste en l'utilisation abusive d'un pouvoir ou d'une position pour obtenir des avantages personnels, souvent au détriment de l'intérêt général. Voilà, au détriment de l'intérêt général. Donc il y a plusieurs perceptions d'une personne à une autre, parce qu'il y a plusieurs types de corruption. Donc c'est ce qui fait que la perception peut changer d'un individu à un autre, ou bien d'un cas à un autre. Mais la définition que je viens de donner essaie d'englober toutes ces perceptions-là en une seule façon de voir. Donc c'est quand quelqu'un qui détient une parcelle du pouvoir, que ce soit dans le secteur privé ou bien dans le secteur public, et qu'il utilise ces petits pouvoirs-là pour ses gains personnels au détournement de l'intérêt public. Donc c'est une forme de corruption. Et dans cette pratique, il y a quelqu'un qui propose la corruption, qui est le corrupteur, et il y a quelqu'un qui accepte la corruption, qui est le corrompu. Donc c'est un couteau à double tranchant et c'est un couteau à deux sens aussi. Donc il ne peut pas avoir un corrupteur, il ne peut pas avoir un corrompu sans qu'il y ait un corrupteur. Donc c'est pourquoi, vous l'avez dit à l'entame de vos propos, que nous sommes non seulement acteurs et victimes aussi. Mais il y a des gens qui sont là et qui sont en train de faire les samouraïs pour lutter contre ces phénomènes-là, parce que ça ne profite à personne. Parce que toi, tu peux le faire pour quand même satisfaire un besoin immédiat. Mais plus tard, vous allez voir que ça a des conséquences néfastes. Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui donne de l'argent pour faire passer son enfant ou bien acheter un diplôme pour son enfant. Et à la fin, la personne va avoir un diplôme. Mais est-ce qu'il a les niveaux requis pour ce diplôme-là? Est-ce que dans l'avenir, ça ne deviendra pas un problème pour cette personne-là qui a un faux diplôme ou bien qui a un diplôme dont il n'a pas les niveaux? Donc vous voyez ce que ça fait. Donc voici à peu près notre perception de ce phénomène-là. D'accord, ça fait partie de quelques conséquences. Nous allons parler des autres conséquences. Mais, Monsieur Aklini, est-ce qu'aujourd'hui, la même question à vous, est-ce que vous êtes d'accord que tous les Maliens sont sur la même longueur d'onde concernant ce phénomène de corruption? Est-ce que les gens ont la même compréhension? Est-ce que pour certaines pratiques qu'on peut considérer comme des pratiques de corruption, est-ce que tout le monde, c'est la même perception pour tout le monde? Merci beaucoup. En fait, j'avoue que ce n'est pas du tout la même perception pour tout le monde. Ce qui fait que cette corruption ne fait que s'aggraver de jour en jour. Parce qu'aujourd'hui, les gens ils pensent que la corruption, c'est seulement celui-là qui donne peut-être de l'argent afin d'avoir quelque chose, ou celui-là qui, en tout cas, profite de son pouvoir en tant que supérieur à un moment donné, ou en tant que détenteur de ce pouvoir pour pouvoir influencer ou avoir un retour, réellement un besoin précédemment manifesté. Ce n'est pas cela. Ce n'est pas que cela pour moi. Pour nous d'ailleurs, ce n'est pas que cela. La corruption, c'est depuis d'ailleurs à la maison. La corruption, c'est notre quotidien de tous les jours. Je vous donnerai tout simplement un exemple simple. Prenez seulement aujourd'hui, matin bonheur, vous et moi, nous nous réveillons
Nous nous sommes privés réellement de notre sommeil du matin, de bonheur. 6 heures pour y aller payer maintenant nos factures à l'EDM ou dans une autre société quelconque. Je ne sais pas pourquoi elle est venue. Voilà, dans n'importe quelle société. Imaginez, vous et moi, nous nous sommes privés de quelque chose pour aller satisfaire, en tout cas, quelque chose. Est-ce que vous voyez? À peine on arrive, maintenant, c'est lui qui a passé tout son temps en train de dormir à la maison, qui vient jusqu'à 7h ou 9h15. Il vient, et quand il vient tout de suite, voilà, parce que c'est une connaissance qui est à la caisse et ainsi de suite, il profite de ses sociales pour réellement satisfaire, lui, son besoin, oubliant réellement qu'il y avait des gens qui se sont sacrifiés hier derrière pour qu'ils puissent également venir prendre la ligne. Donc tout cela rentre aujourd'hui dans la corruption. Ce n'est pas que seulement l'aspect réellement pécuniaire où tu donnes réellement quelque chose sous la table. Ce n'est pas que ça. Tout ce que nous vivons à longueur de journée, c'est de la corruption. Donner à quelqu'un aujourd'hui un cadeau parce que tout simplement le dernier, il s'est vu, tu as accompli un travail qui ressort d'ailleurs de ton devoir. Après avoir accompli ton devoir, et ce dernier a jugé nécessaire, voilà, qui va te donner quelque chose moyennant réellement le travail que tu as fait. Sachant bien que ce n'est ni dans ton droit réellement de l'avoir, ni lui également dans ses droits réellement de vous le donner. Donc, c'est également un phénomène de corruption. Parce qu'il a saisi cela pour pouvoir vous influencer afin de pouvoir, en tout cas, vous satisfaire. Comme on aime bien le dire tous les jours dans cet adage qui dit que la main qui donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit. Donc, c'est une façon réellement de vous influencer. Donc, également, c'est une autre forme de corruption aujourd'hui. Donc, nous devons faire aujourd'hui attention à tout cela. Et l'autre chose, je vous avais pris aujourd'hui l'exemple de la famille. Dans la famille, vous éduquez vos enfants sur certaines valeurs et principes. Ces valeurs et principes sur lesquels vous avez éduqué votre enfant, pour rien au monde, votre enfant ne devrait réellement céder à quoi que ce soit pour réellement laisser ces valeurs-là à côté. J'en tiens beaucoup plus toujours la chose aux valeurs. Pourquoi? Parce que je me dis aujourd'hui, chacun d'entre nous doit se dire que dans ma lignée, il n'y a jamais eu de corruption. Pourquoi? Mon papa ne prenait jamais quelque chose qui ne l'appartient. La maman, pareil. Les tontons et toute la famille, pareil. Et pourquoi aujourd'hui, moi, je dois venir, en tout cas, prendre cette chose? Il faudrait qu'à un moment donné, qu'on puisse se dire, cet adage, permettez-moi de le dire dans notre langue nationale, il faudrait que chacun d'entre nous, qu'on se dit, n'était que fadento dunay. Fadento te doere, fadento, la femme d'autrui, c'est fadento. Enfant d'autrui que tu as mis dans une situation inconfortable, c'est fadento. L'argent du peuple ou le pauvre contribuable, en tout cas, que tu as influencé, c'est fadento, etc. Donc, tout cela rentre aujourd'hui. Ne pas toucher à ce qui ne vous appartient pas. D'accord. Alors, surtout les biens publics. D'accord. Alors, monsieur Koné, si nous n'avons pas cette même perception de ces pratiques de corruption, ce qu'il vient de dire, certains l'appellent peut-être abusivement petite corruption, et en estimant que la véritable corruption, c'est au niveau de l'État. Mais est-ce qu'aujourd'hui, cela ne complique pas aujourd'hui cette lutte-là? Le fait que nous n'avons pas la même compréhension, la même perception. La lutte là, vraiment, la lutte est assez compliquée à l'heure où je vous parle. Parce que dans un pays où le peuple commence à percevoir la corruption comme une normalisation, conçoit la corruption comme... c'est-à-dire qu'il y a un phénomène il y a un ancrage de la corruption chez nous. Donc il y a l'admission pratiquement de la quasi... C'est-à-dire que je veux dire pratiquement la majeure partie du peuple vraiment sont d'accord sur ça. Donc un phénomène qui est là et que pratiquement on pense que c'est normal et que par la suite, qu'est-ce qui va se passer? Aujourd'hui, peu de gens puissent comprendre que je peux obtenir ça sans au moins corrompre, c'est faux. Les 80% de la population pensent que pour avoir ça, pour obtenir ça, il faut que je donne ça. Donc c'est ça. Même souvent dans les facultés, c'est ça. L'histoire du commerce des notes. Les établissements privés, c'est ça. Moi, mais vous disiez tantôt que c'est une pratique importée. En quoi est-ce qu'elle est importée? Bon, moi, je vais dire que quand on regarde un peu par le passé, par le passé dans nos sociétés traditionnelles, il n'y avait pas de corruption.
pratiquement, parce que les gens tenaient à leur éducation, les gens tenaient à leur honneur. Tout le monde, vraiment, la lutte c'était quoi? Vraiment, c'était une lutte pour la préservation de l'honneur de la famille. Les chefs de famille en ce moment-là avaient peur d'être taxés par leurs voisins que chez lui, là, il y a un voleur là-bas, il est comme ça. Donc c'est ça. Et les activités, c'était vraiment tout le monde, c'était tout le monde au champ. Bon, vraiment, c'était vraiment une vie vraiment très saine comme ça. Mais pour vous, à partir de quand ça a commencé? Bon, moi, je peux dire que, je veux pas quand même, je veux dire que vers les périodes de l'indépendance, hein, parce qu'il faut aussi voir que ça peut même être vraiment, ça peut être expliqué, je ne suis pas un historien ni une chose, mais on peut comprendre que quand même, ce sont des germes de la corruption vraiment qui ont été importés dans le cadre de la colonisation, c'est possible. Parce que chez nous, dans la société traditionnelle africaine, ça n'existait pas. D'accord. Monsieur Baba n'est pas tellement d'accord. On lui donne la parole. Donc, je crois que nous, Africains, là, nous avons souvent l'habitude d'idéaliser notre société et puis d'idéaliser le passé. Donc la corruption a toujours existé, mais pas à ce niveau. Donc c'est à un niveau très élevé cette fois-ci. Sinon, il y a eu des rois il y a des gens qui donnaient leur fille à un roi pour profiter de ses faveurs. Et il y a des gens qui, alors, donnaient, quand vous cultivez, vous partez donner au roi pour qu'il vous considère dans la société. Donc, tous ceux qui ne faisaient pas ça, c'était une forme de corruption. Oui. Et aussi, quand. Absolument, comme on appelle le considérer, c'est également les impôts. Les impôts. Hein? Okay. On n'est pas oublié. Non, c'est pas que les impôts. Non, au-delà des impôts, je suis d'une famille. Tout à fait. Et voilà, je sais comment ça s'est passé. Il n'y a pas que les impôts, mais les gens venaient donner ça pour avoir les faveurs du roi. Voilà, et les gens faisaient ça. Et les gens donnaient même leurs filles pour avoir les faveurs du roi. Et être considéré. Donc ça veut dire que ça a existé. Maintenant, pendant la colonisation, l'entrée même de la colonisation, il y a eu la corruption. Et par exemple, il y a un roi, quand les Blancs sont venus, donc lui, il a vendu une terre aux Blancs. Mais le prix qui a été publié sur la place publique, donc le terrain n'a pas été vendu à ce prix-là. Donc il y avait un accord secret entre lui et le roi. Et chaque année, le roi, entre le colonisateur, et chaque année, le colonisateur lui payait une certaine somme. Et c'est ce terrain-là que le colonisateur a utilisé comme camp pour pénétrer à l'intérieur même de la... Okay. Voilà. Donc c'est pour vous dire que c'est quelque chose qui a existé il y a longtemps. Et après la colonisation, avec l'indépendance, Morobo même était très inquiet. Il a été même obligé de dissoudre l'Assemblée. Le premier président de la République. Parce que lui, il était quelqu'un de correct. Mais il y avait des administrateurs qui avaient commencé, surtout au niveau du ministère de l'Éducation, les PR de l'Éducation. Donc il y a eu beaucoup de cas de corruption à ce niveau. Il y a eu des fonctionnaires aussi qui avaient des taxis en cachette. Et quand il y a la CCS aussi, donc il y a, comment dirais-je, les villas qui ont poussé parce que les aides sont venues de l'Europe et consorts là. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau chez nous. Donc, ça a toujours existé, mais c'est à plusieurs formes, quoi. Et ça a plusieurs visages. D'accord. On n'aura pas le temps de refaire l'histoire, sinon on nous dit quand même couramment que c'est l'idéalisation du passé. Sous la Première République, on avait honte de voler. Sous la Deuxième République, mais les faits sont là. Vous avez quand même entendu parler de l'opération Taxi. Et voilà. Et depuis, on n'a ni peur ni honte. Non, ce n'est pas un seul cas. L'opération Taxi a été une grande opération. Non, ce n'est pas un seul cas. Il faut qu'ils comprennent parce que ce sont des jeunes. Oui. Ce n'est pas un seul cas. L'opération Taxi, c'était une grande opération que le président a faite. Et quand il a fait, il a vu que presque tous les administrateurs étaient mouillés. Est-ce que vous voyez? Et ça lui a même obligé à dissoudre l'Assemblée. Et quand en 1968, on partait au coup d'État là, de 65 à 68, il n'y avait pas d'Assemblée. Le président faisait les lois par ordonnance. Est-ce que vous voyez? Tout à fait. Donc c'est pour lutter contre la corruption. D'accord. D'accord. Il y a beaucoup de choses à dire sur la corruption. Nous n'avons pas assez de temps. Alors je disais tantôt, les autorités ne cessent de consentir des efforts pour lutter contre ce phénomène. Beaucoup de structures ont été créées, en tout cas des structures de contrôle, de vérification, de lutte contre l'enrichissement illicite, et tout ça dans le but de faire reculer ce fléau. Mais toutes ces initiatives n'ont pas donné de résultats. Moi, je voudrais demander votre avis sur ces nombreuses structures aujourd'hui qui ont pour but, en tout cas, de faire reculer la corruption. Monsieur Aklini. Alors, je suis très content de cette question. Pourquoi? Parce que
quand nous essayons de regarder aujourd'hui la nomenclature de toutes ces organisations aujourd'hui, c'est parce que nous l'avons toujours d'ailleurs décrié. Il ne faut pas créer les mouvements pour le plaisir de les créer. Et qu'est-ce qui arrive? C'est que chacun d'entre nous aujourd'hui, je n'ai pas grand-chose à faire, voilà, je prends du thé, demain matin, je crée une association. Et c'est avec ça, avec un tiers réellement que je connais ou qui me connaît, m'aide aujourd'hui. Ok, d'abord, moi je parle des services publics, les structures, le bureau du vérificateur général, le CLEI, le pôle national économique et financier avec une compétence nationale. Toutes ces structures, en réalité, chacune d'entre elles a ses compétences. Mais est-ce que ces structures aujourd'hui ont été réfléchies, avant même d'arriver à l'impact, est-ce qu'on a même réfléchi à comment ils doivent réellement fonctionner? Ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect, est-ce qu'ils sont assez outillés aujourd'hui pour pouvoir réellement répondre aux besoins de l'État? Deuxième chose, est-ce que les compétences nécessaires, ils sont là? Est-ce qu'il y a réellement la matière pour pouvoir réellement faire le travail? C'est le phénomène de la corruption. Il faut se le dire, c'est un phénomène très vaste. Très vaste. Ce n'est pas le combat d'une journée ou de 2 jours. C'est tout un système qu'il faudrait réellement changer. Alors, si on doit changer tous les systèmes, c'est d'abord de l'intérieur on doit réellement changer les systèmes. Quand il y a une maladie, c'est vraiment vers l'intérieur on commence à soigner la maladie pour sortir. Alors, l'État a créé réellement ces structures. Parce que l'autre chose également que personnellement je déploie, c'est que chez nous, tant qu'on a un bailleur en tout cas qui nous dise, bon, faites ci, voilà, on ferme les yeux, on fait. Sans ne pourtant pas savoir, est-ce que nous-mêmes, on n'avait pas déjà une idée sur la chose? Nous-mêmes, on n'avait pas déjà une compétence réellement envers la chose aujourd'hui. D'accord. La structure du vérificateur général, à titre d'exemple, aujourd'hui, surtout que d'ailleurs nous sommes avec la journée qu'on appelle d'espace qu'on appelle d'interpellation démocratique, EIDE. En cela, aujourd'hui, il y a eu combien de dossiers qui ont été traités au niveau de cette structure? Première chose. Deuxième chose, est-ce que cette structure aujourd'hui a les moyens nécessaires de pouvoir faire, comme on appelle, son travail comme ça a été demandé? D'accord, ça c'est des questions que seules ces structures-là, en tout cas, peuvent répondre. Mais puisqu'on n'arrive pas à les mobiliser très souvent, on a tenté pour cette émission. Parce qu'ils n'ont pas les moyens. On a tenté pour cette émission d'avoir le CLEI. Mais en vain, nous allons demander à monsieur le juriste ce qu'il pense de ces structures qui deviennent quand même de plus en plus nombreuses. Malgré tout, le phénomène de la corruption persiste. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment des structures efficaces contre la corruption? Bon, moi, je pense que ce sont des structures qui ont été créées en vertu d'une loi et que leurs compétences et que la procédure reçue suivant devant elles ont été aussi déterminées dans le cadre par la loi en même temps. Moi, je pense que vouloir comprendre qu'on peut lutter la corruption du jour au lendemain et mettre fin à ces phénomènes-là, c'est pas possible. Oui, mais concrètement, est-ce que concrètement, aujourd'hui, non, je vais vous poser la question d'une autre manière. Est-ce que concrètement, aujourd'hui, vous voyez des résultats que ces structures-là ont permis d'obtenir dans le cadre de la lutte contre la corruption? Comme quoi? Dans le cadre de la lutte contre la corruption, là, il y a beaucoup de résultats quand même qui sont là, qui sont positifs. Oui, il faut nous les énumérer. Et par rapport aux résultats, par rapport aux acquis, je pense que chaque année, le VEGAL publie son rapport avec une liste des acteurs impliqués dans la corruption, avec une liste des agents publics impliqués dans la corruption. Donc, le CLEI aussi. Bon, au fait, en général, le vérificateur général, c'est une structure, elle est indépendante, elle fait son travail, elle publie le rapport et elle transmet le rapport aussi au président de la République. Et actuellement, avec une réforme là, maintenant, je pense qu'ils ont le droit de communiquer leurs rapports au procureur de la République et même de demander la suite réservée au rapport. Et avec une note technique pour leur permettre vraiment d'enquêter, de poursuivre et de juger les infractions, pour mettre la main sur les inculpés, ceux qui sont concernés dans ce rapport. Là, je peux dire quand même que chaque année, quand on regarde depuis la création du bureau de VEGAL jusqu'à nos jours, à peu près 2008 sous un mandat d'Amadou Toumani Touré jusqu'à nos jours, toujours il y a une loi qui est en train vraiment de rendre ce qu'on appelle la structure plus performante dans son travail. Là, il faut le dire. D'accord.
Ok, monsieur Boubacar Baba Keïta. Voilà, sur la même question. Moi, je crois que toutes ces structures-là, toutes ces structures de l'État, Ils sont utiles. elles sont utiles. Elles sont utiles, oui. Oui, oui. Et par exemple, quand nous prenons alors le service, le VEGAL, le vérificateur général, et elle a pour mission d'effectuer un contrôle de performance, de qualité des services et organismes publics, des programmes et projets de développement et d'évaluer leur impact. Hein? Donc, c'est une investigation de performance. Et ça amène les VEGAL à donner des conseils aux différentes structures pour leur fonctionnement. Maintenant, quand nous prenons le CLEI est là à titre préventif. C'est-à-dire, il y a des assujettis, des gens qui sont assujettis à la déclaration de l'OCLEI. Bon, ce n'est pas la déclaration qui s'est faite au niveau de l'OCLEI, mais c'est fait au niveau de la Cour suprême. Maintenant, ces déclarations qui sont faites là, ces déclarations sont exploitées par l'OCLEI pour voir les déclarations qui ont été faites par un individu. Est-ce que cette déclaration rime avec ses dépenses, avec son train de vie, avec ce qu'il est en train de faire? Maintenant, s'il y a hiatus, donc l'OCLEI sonne la sonnette d'alarme. Pour montrer que c'est utile, et de la cour d'assises de cette année à aujourd'hui, l'État a déjà récupéré 15 milliards. Et ces 15 milliards-là n'ont pas été récupérés ex nihilo. C'est à la suite du travail de ces structures-là. Donc je vous donne un exemple sur le cas de l'OCLEI de 2019 à 2023. Donc, pour un montant de... D'abord, moi, je veux... Ok, allez-y. Voilà. Pour un montant de 25,5 milliards de francs CFA, et l'OCLEI ont été transmis déjà à la justice. Et ils ont fait aussi des trains mal acquis à 16 maisons. Voilà. Donc, vous voyez, tout ça, c'est dans le dernier rapport de l'OCLEI. Donc, ce sont ces rapports-là déposés qui font que la justice fait des investigations. Et c'est grâce à ces investigations-là qu'on a ce que la justice a eu à l'amont cette année. 15 milliards, plus de 15 milliards de francs CFA qui sont rentrés dans la caisse de l'État. Voilà. D'accord. Mais est-ce que vous n'êtes pas inquiet aujourd'hui quand vous découvrez dans le rapport de l'OCLEI, le rapport 2023, que de 2018 à 2023, les déclarations de biens auprès de la Cour suprême ont chuté de 629 en 2018, on est à 60 en 2023. Est-ce que ça ne vous inquiète pas? D'abord, comment vous comprenez cela? Voilà. Maintenant, c'est là qui s'est passé. Et ça, c'est une défaillance au niveau de l'OCLEI. Maintenant, les gens qui sont quand même assujettis là sont connus. Ce ne sont pas des diables qui sont inconnus. Maintenant, si quelqu'un qui doit se soumettre à ça, selon la loi, si la personne refuse et que l'OCLEI est là, donc l'OCLEI doit faire des dénonciations pour dire que telle personne a refusé de faire des déclarations de biens. Et que vous, les journalistes là, et que vous reliez ça. Donc si cela nous arrive, nous, peuple là, nous aussi, nous allons essayer de faire des dénonciations. L'OCLEI le met chaque année dans son rapport qu'il remet au président, au chef de l'État. Même les premiers responsables... Est-ce que ce n'est pas suffisant? Les premiers responsables même ne font pas la déclaration. On a dit qu'il y a à peu près 5 ministres seulement qui ont fait la déclaration des biens, selon les rapports même de l'OCLEI. 5 ministres. Sur combien de ministres? Maintenant, s'il n'y a pas l'exemplarité, comment les autres aussi peuvent se soumettre à cela? Donc je crois qu'à ce niveau, il doit y avoir une certaine exemplarité, que les premiers responsables eux-mêmes acceptent quand même de faire des déclarations de biens. Donc si ils font cela, ça peut encourager les autres, ou bien ça peut susciter les autres à le faire. Mais si les premiers responsables même traînent le pas, donc vous voyez ce que ça fait. Donc je crois qu'il doit y avoir un changement de comportement à ce niveau. Quand on est responsable, donc il y a la responsabilité qui est là, il y a l'exemplarité aussi qui est là. Donc il déclare. D'accord. Monsieur Aklini, le Mali a adopté une stratégie nationale de lutte contre la corruption. D'abord, vous, en tant qu'organisation qui œuvre dans le cadre de la lutte contre la corruption, est-ce que vous avez connaissance même du contenu de ce document, de cette stratégie? C'est départ réellement cette stratégie aujourd'hui que publier ce que vous payez, je rappelle bien, publier ce que vous payez, en tout cas, est en train de travailler et qui a permis aujourd'hui à publier ce que vous payez aujourd'hui de titiller l'État à pouvoir aujourd'hui toucher un certain nombre de secteurs, en tout cas gangrénés par la corruption aujourd'hui. Notamment
le secteur minier sur lequel nous sommes de façon plus précise. À travers, comment on appelle cette loi aujourd'hui, nous, depuis 2014-2015, nous avons mené un certain nombre d'abord de campagnes de sensibilisation d'abord pour faire connaître réellement le contenu de cette loi, non seulement au peuple et aux compagnies. Oui, mais cette stratégie est récente. Je crois que c'est de 2023. Avant la stratégie nationale qui a été adoptée en 2023, il y a eu d'abord, aujourd'hui, donne-moi le nom, comment on appelle, de cette politique-là, adoptée sous Amadou Toumani Touré, mais qui a été oubliée à un certain moment donné. Dès que le nom me vient, je te le donne tout de suite. Est-ce que tu vois, qui a été oublié, qui a été mis d'ailleurs dans les oubliettes. Mais nous, il a fallu réellement qu'à partir, comment on appelle, de notre structure, en 2013-2014, avec, comment on appelle, avec le nouveau bureau, on a décidé réellement de revenir sur cela pour pouvoir non seulement étaler, voir aujourd'hui les axes sur lesquels nous, en tant que société civile, nous pourrions réellement travailler par rapport à cette politique. Première chose. Deuxième chose, voir également aujourd'hui quelles sont nos limites ou quels sont également aujourd'hui le rôle que l'État puisse également jouer à ces niveaux. D'ailleurs, c'est là qui nous a amené aujourd'hui à ce que nous puissions aider l'État malien à comprendre également un certain nombre de choses par rapport à la corruption aujourd'hui dans le secteur des industries extractives, qui est, comme on appelle, le secteur minier, en tout cas entre guillemets. Un certain nombre de choses comme quoi? Un certain nombre de choses comme aujourd'hui la loi sur le contenu local que nous avons. Ce n'est pas un travail qui est né aujourd'hui ou hier, mais c'est un travail qui a commencé depuis 2015. Aujourd'hui, hormis, comme on appelle, la loi sur le contenu local, la transparence dans les industries extractives, pour le Mali, a adhéré aujourd'hui à un certain nombre, sinon a ratifié aujourd'hui un certain nombre, comme on appelle, de textes au niveau international, notamment, comme on appelle, l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, qui est l'ITIE au niveau international, qui est publié ce que vous payez aujourd'hui, qui est la fêtière société civile. Mais parmi tout cela, le Mali avait été sanctionné. Pourquoi? Parce que le Mali ne respectait pas réellement ces normes de transparence et de bonne gouvernance dans le secteur. Voilà ce qui a conduit à un moment donné aux sanctions aujourd'hui, comme on appelle, de l'État malien. Mais il a fallu réellement que nous, en tant que société civile, à partir de 2015, qu'on s'élève, qu'on puisse dire non, qu'on puisse réellement travailler, qu'on puisse mener des campagnes de sensibilisation, qu'on puisse réellement titiller aujourd'hui certains leaders politiques aujourd'hui à pouvoir prendre conscience réellement de la chose et de pouvoir également nous aider aujourd'hui à sortir de cela. D'accord. Monsieur Koné, je parlais de la stratégie nationale de lutte contre la corruption. Et il y a un plan quinquennal de mise en œuvre de cette stratégie. Cette stratégie qui met l'accent surtout sur la prévention. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que cette stratégie pourrait en tout cas faire reculer la corruption au Mali? Vraiment, cette stratégie adoptée par le gouvernement du Mali, je pense que ça vient à point nommé, parce qu'il faut le dire. Et je peux dire que l'une des missions les plus reçues par les autorités de transition, je peux dire que c'est la lutte contre la corruption. Comment ça? Expliquez-nous. Il y a eu des projets de loi qui ont été initiés et pratiquement même adoptés par l'Assemblée, mais il reste de nos jours la promulgation de cette loi. Avant ça, il y avait une ancienne loi qui prévoyait des éléments des éléments de prévention de la lutte contre la corruption et de répression. Mais aujourd'hui, la nouvelle loi qui a été adoptée par le CNT, vraiment... Vous parlez de quelle loi? Le nouveau code pénal? Le nouveau code pénal. Je parle du nouveau code pénal. Procédure pénale. Non, le nouveau code pénal. Le nouveau code pénal, à partir des articles 243 et suivants. Non seulement, il y a des incriminations précises maintenant dans la lutte contre la corruption des agents de l'État. Il y a des incriminations précises de la lutte contre la corruption aussi des fonctionnaires étrangers et des responsables des organisations internationales. Il y a des incriminations aussi de la lutte contre la corruption sur... je veux dire, il y a aussi une loi aussi, je peux dire, il y a un article aussi sur la protection des lanceurs d'alerte, des victimes
des gens, des dénonciateurs. Parce qu'en réalité, il faut comprendre que ce n'est pas facile. Et dans un pays, la personne vraiment qui cherche des informations sensibles, essaie vraiment de les relayer, là, il peut être exposé à beaucoup de choses. Donc vous pensez aujourd'hui que ces réformes sont à même de faire reculer la corruption? C'est ça. C'est-à-dire qu'il y a eu quand même une baisse, hein, mais ce n'est pas facile, vu le rôle que joue la société civile dans la lutte contre la corruption, et aussi l'assistance technique et financière aussi de nos partenaires qui sont toujours là, avec le projet du Canada et les Américains, tout, MJP. Je pense qu'il y a eu beaucoup de mobilisations qui ont été faites autour de ça et ça continue aussi à se faire. Parce que ce n'est pas un phénomène où on peut s'élever du jour au lendemain vraiment pour le vaincre radicalement. Là, ce n'est pas possible. Avec une lutte constante, le peuple finira par adhérer dans cette stratégie de lutte contre la corruption. Jusqu'à présent, je pense qu'il y a une bonne partie qui n'ont pas compris que c'est-à-dire qu'on est en train de minimiser ce qu'on appelle les conséquences de la lutte contre la corruption, les conséquences même des effets de la corruption. Les gens ne sont pas suffisamment conscients. Voilà, des conséquences. Imaginez. Donc ça, c'est parce que c'est vous qui ne faites pas bien votre travail, les organisations, vous ne sensibilisez pas suffisamment. Sinon, comment comprendre cela? Est-ce que vous êtes d'accord que les gens ne sont pas suffisamment conscients des impacts négatifs de la corruption? Je vous redonne la parole tout de suite. Tu sais qu'au Mali, là, les gens n'ont pas tellement considéré que les fonds publics, là, c'est leur dû. Ils pensent qu'ils ne sont pas concernés. Et nous avons commencé notre combat en 2014. C'est à travers des formations, c'est à travers des sensibilisations qu'on est en train quand même d'amener les gens à savoir que quand on touche à l'argent public, on a touché personnellement à ton argent. Et les gens sont en train d'aller dans ce sens maintenant. Donc vous savez que le travail de conscientisation, ça prend beaucoup de temps. C'est un processus. Et c'est un processus qui est en cours. Avant, on ne parlait pas de corruption. Hein. Et il n'y avait pas beaucoup de gens qui étaient dans le domaine de la lutte contre la corruption. C'était un tabou. Mais aujourd'hui, là, tout le monde en parle. Même dans la Constitution, dans la nouvelle Constitution, on a prévu des clauses qui luttent contre la corruption. Est-ce que vous voyez? Donc ça veut dire que nous qui sommes des organisations de la société civile, donc ça veut dire que nous sommes en train de faire tâche d'huile. Et au-delà de ça, les politiques réformées en stratégie dont vous êtes en train de parler là, c'est à notre demande. Et la relecture de la loi pénale et de la procédure pénale, c'est à la demande de la société civile. Et à travers cette loi-là, maintenant, on a vu qu'il y a des clauses maintenant qui peuvent protéger nous, les gens de la société civile, en matière de dénonciation. Mais nous trouvons que jusqu'à présent, ce n'est pas suffisant. Il faut aller... Qu'est-ce qu'il manque? Et parce qu'il faut protéger suffisamment les lanceurs d'alerte en gardant l'anonymat du début jusqu'à la fin. Et que l'anonymat même ne soit pas dévoilé. Parce qu'au niveau des locaux, là, à un certain niveau, l'anonymat est déclaré. Si on fait le procès et que la personne indiquée n'est pas fautive là, donc il a le plein droit de demander qui m'a dénoncé. Donc à ce moment, toi, ton identité sera donnée à la personne et tu es laissé à tes risques et à tes périls. Est-ce que vous voyez? Donc nous voudrons qu'on aille même vers alors, la protection du nom du dénonciateur définitivement. Que son nom ne soit pas dévoilé. Voilà, donc vous voyez ce que ça fait. Donc maintenant, nous, société civile, même le fait de mettre les structures de lutte contre la corruption en synergie, nous pouvons dire que la communauté de pratique en matière de lutte contre la corruption a beaucoup contribué à ça. Parce qu'il y avait ces structures-là. Ils se regardaient en chien de faïence. C'est nous qui sommes venus créer des cadres où ils pouvaient se retrouver. Et ça a porté fruit. D'accord. Merci. Publiez ce que vous payez. Et votre organisation même, est-ce que vous êtes suffisamment connus? Est-ce que les Maliens savent ce que vous faites concrètement quand vous dites publier ce que vous payez? Est-ce qu'on sait qu'est-ce qu'on doit publier? Qui doit publier? Où est-ce qu'on doit publier? Les Maliens, ils savent très bien ce qui est publié, ce que vous payez. Parce qu'aujourd'hui, l'élite, en tout cas, a beaucoup compris déjà ce que publier, ce que vous payez est en train de faire. Parce que publier ce que vous payez a permis au Mali de reprendre aujourd'hui sa place dans le concert des nations à plusieurs niveaux. Quand nous prenons aujourd'hui les secteurs miniers sur lesquels nous sommes beaucoup plus focus aujourd'hui, avant que je n'arrive d'ailleurs au secteur minier, je vous rappelle aujourd'hui que on n'a plus que 3 minutes. Oui, je vous informe réellement qu'aujourd'hui, l'uniformisation de la vignette dans Bamako, c'est un combat que nous avons mené aujourd'hui. Mais très peu de gens réellement ils savent.
C'est Publier ce que vous payez depuis 2012-2013 a commencé réellement à mener ce combat d'uniformisation de la vignette comment on appelle, à travers la capitale de Bamako et ses environnants. Ça, c'est le travail réellement de Publier ce que vous payez. Vous pensez que ça a contribué à réduire? Ça a contribué à réduire beaucoup parce qu'aujourd'hui, les gens ils prennent la vignette comme ça se doit. Hier, la même vignette que tu prenais ici à Bamako, peut-être aux alentours de Bamako, que tu prenais à Bamako à 6 000, aux alentours dans une localité de Bamako, tu prenais ça à 3 000. C'est un manque à gagner pour l'État. Ça, c'est une chose sur laquelle nous avons travaillé. Et l'autre chose... D'accord, on ne pourra pas tout citer ici, on n'a plus assez de temps. Une question aussi sur la digitalisation de l'administration, qui est en tout cas un projet aussi sur lequel les autorités n'ont pas lésiné sur les efforts. Est-ce que vous pensez que, en tout cas vous, deux organisations de la société civile, est-ce que vous pensez que c'est quelque chose aussi qui pourrait réduire les pratiques de corruption? Et permettez-moi quand même de remercier le président de la transition pour cette initiative. Parce que lors de notre semaine passée, l'une de nos recommandations était alors la digitalisation de l'administration. Et cette recommandation qu'on a faite, et surtout le président a pris des décisions à ce niveau. Donc je crois que ça va beaucoup améliorer parce que ça va tourner la traçabilité. Et quand la traçabilité est là, le contrôle est facile. D'accord. Est-ce qu'il n'est pas possible aujourd'hui de contourner en tout cas tous ces systèmes-là aujourd'hui? Non, c'est bel et bien possible aujourd'hui en termes de systèmes d'informatique parce que ce n'est pas réellement effectif. Et la digitalisation de l'administration, c'est nous, on l'a dit à l'État depuis 2015 encore. À venir en 2018, venir jusqu'en 2022. Et c'est seulement, nous avons constaté que c'est seulement à partir de 2022 que l'État a commencé à prendre. Pourquoi? Aujourd'hui, la publication des contrats miniers, des permis miniers et des annexes, des avenants, etc., tout cela, depuis 2015, nous demandons à l'État qui sont les propriétaires réels des compagnies minières du Mali. Et ces compagnies, il faudrait que nous sachions qui est derrière la compagnie, quels sont les avantages de la compagnie, disons, quel est le chiffre d'affaires de la compagnie, etc. Avec qui on signe réellement le contrat. Donc nous avons dit, ça c'est un travail qui ne peut pas se faire tant que l'administration n'est pas digitalisée. D'accord. Alors on l'a dit, beaucoup de structures ont été créées, l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite au CLEI, le bureau du vérificateur général, le pôle national de lutte contre le pôle national économique et financier, avec une compétence nationale aujourd'hui. Tout à fait. Alors est-ce que malgré tout, le phénomène, en tout cas, n'a pas reculé à un certain niveau, même si vous estimez qu'il y a eu des avancées? Comment, en tout cas, consolider ces acquis aujourd'hui et puis, en tout cas, avancer encore davantage dans la lutte contre la corruption? On termine avec vous, M. Koné. Moi, je pense que ces institutions-là, qui ont été créées pour la lutte contre la corruption, doivent continuer à travailler comme il le faut, comme exige la loi. C'est ce qu'il mais est-ce qu'elles n'ont pas besoin aujourd'hui d'avoir plus de pouvoir? Par exemple, si au niveau de l'OCLEI ici, il n'est pas capable en tout cas, si les gens refusent de faire les déclarations de biens, par exemple, au niveau de l'OCLEI, si le bureau du vérificateur se limite seulement à déposer les rapports et la suite, voilà, il ne peut plus rien faire. Personnellement, je peux dire que je n'ai pas parcouru toute la loi instituant l'OCLEI. Mais ce que j'ai quand même à dire à ce niveau, moi je pense qu'en tant qu'un instrument de la lutte contre la corruption, l'OCLEI, moi je pense qu'il doit avoir quand même des compétences quand même nécessaires pour pouvoir vraiment inciter des gens à aller vers la déclaration de leurs biens. Même tout en les mettant en demeure, en leur donnant des délais. Tu as tel délai vraiment, on te notifie un délai de 2 mois pour que tu déclares ton bien. Faute de quoi maintenant tu seras exposé à des sanctions. Même si tu es ministre. Une suspension des salaires, oui c'est ça. Nul n'est au-dessus de la loi. Le principe est que nul n'est au-dessus de la loi. D'accord. Un ministre là, tu as été d'abord un humain. C'est la loi qui a fait d'accord. On est au terme de cette émission. Merci à nos invités. Baba Boubacar, secrétaire général de la communauté de pratique en matière de lutte contre la corruption.
Abdoulaye Aziz Kone, il est juriste chercheur, et Aboubakrine Ag Aklini, secrétaire à l'organisation de la coalition Publiez ce que vous payez. On parlait de corruption aujourd'hui. Quelle solution au phénomène au Mali? Cette émission a été réalisée par Emirana Kiloumaïga. Sekou Gadjigo vous l'a présenté. À la régie technique, il y avait Momodou Ouattara et Seydou Ndao. Merci à toutes et à tous. À la semaine prochaine pour une autre émission.